Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir et très heureux de vous retrouver à nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous avez suivi il y a quelques jours que le président de la République avait clôturé et suivi de près les travaux de la table ronde sur l'entrepreneuriat. Le président de la République qui, à l'occasion de la 61e réunion du Conseil de ministres, est revenu sur cette nécessité parce que c'est parmi les priorités numéro 1 de ce nouveau quinquennat. Nous aurons donc l'occasion au cours de cet exercice de redevabilité de revenir sur les recommandations et conclusions qui sont ressorties de ces travaux qui ont duré plusieurs heures et qui ont réuni des centaines de Congolais, des jeunes Congolais, pas seulement, mais de tous les experts venus de plusieurs parties du monde, et plusieurs membres du gouvernement ont été réunis pour travailler au quotidien avec ces jeunes pour que nous puissions être en mesure que nous avons un tableau de bord d'action qui nous permettent d'avancer sur le sujet. Je voudrais donc, Monsieur le ministre Justin Kalumba, vous saluer. Bonsoir. Bonsoir. Député, sénateur, c'est la première fois que nous vous recevons dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Je rappelle que 2019-2021, vous aviez déjà occupé les fonctions que vous occupez aujourd'hui. Et donc, bien avant qu'on entre d'ailleurs dans le sujet de notre briefing de ce soir, sur quelle base ou sur quelles idées vous avez repris la direction de ce ministère, s'il faut considérer que déjà en 2019-2021, vous aviez entamé des réformes qui ont vu la transformation de certaines structures. Alors, merci beaucoup. Monsieur le ministre, chers collègues, je pense qu'il est tout à fait républicain de commencer par saluer la vision du président de la République, parce que au travers de tout ce que nous avons pu faire en 2019 jusqu'à 2021, c'était déjà la matérialisation de sa vision. Et donc, m'ayant ramené à la tête de ces ministères en 2025, j'ai le devoir républicain de le remercier, de remercier notre Premier ministre et de dire que nous avons devant nous un chantier qui avait commencé déjà depuis 2019 sous sa houlette. Et de ce point de vue, je pense qu'il est aujourd'hui de notoriété publique que nous avions ensemble conçu un programme assez pertinent de développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, ces ministères ne s'appelaient pas ministère de l'entrepreneuriat. Il était ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, artisanat et tout ça. Et donc, nous avons compris finalement que c'est plus englobant de parler de l'entrepreneuriat d'abord, parce qu'il y a aussi les très petites entreprises, il y a les micro-entreprises qui ne sont pas forcément des petites et moyennes entreprises. Et donc, la réforme a commencé à travers cette conception assez pertinente du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC. Et ça, c'est un programme qui a été discuté en Conseil des ministres, approuvé et adopté. Alors, pour faire court, ce programme, il reposait sur 3 C, dans un grand C. Voilà. Alors, très rapidement, le premier C, c'est la capacitation. Donc, pour entreprendre, c'est vrai, on peut avoir des facultés innées, mais attention, il faut se faire former à travers peut-être les coachings, à travers une formation classique, à travers les mentorats. Il faut se laisser couler dans ces moules-là entrepreneuriales qui permettent à ce que on sorte d'une connaissance théorique vers une connaissance tout à fait pratique. Et donc, le premier C, il est très important. Et aujourd'hui, dans notre pays, je pense que nous devons aller plus loin que ça. Nous devons aller jusqu'à introduire le cours de l'entrepreneuriat au niveau de la formation des bases, la formation élémentaire. Tout cela pour anticiper, par exemple, toutes sortes de déperditions scolaires
on sait, quand on commence peut-être l'école, on n'est pas très sûr de finir les cycles. Et comme ça, on peut tomber sur ses deux pieds. Et donc, il faut absolument la capacitation de nos jeunes. Alors, deuxième C, mais attention, je fais un petit recul. Par rapport à la capacitation, chaque fois, devant un C, nous avons mis en place une institution pertinente. Et donc, sur le volet capacitation, nous avons transformé l'OPEC ancien en ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Et donc, deuxième C, c'est le crédit. La plupart des jeunes, la plupart des mamans se plaignent des difficultés énormissimes d'accéder au crédit. Et donc, il fallait trouver une solution à cette problématique qui est très généralisée. Et pour cela, nous avons créé une autre institution intéressante, le FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Pourquoi? Parce que le système bancaire classique, il doit fonctionner, mais parce que souvent on exige des garanties en termes parfois hypothécaires à des jeunes qui n'ont pas encore de ressources, des garanties peut-être collatérales et autres. Et donc, il nous faut avoir un instrument qui va nous permettre de dire, ces jeunes-là, ils ont déjà franchi les premiers C, donc ils ont été formés. Ils sont dressés pour entreprendre, parce qu'il faut avoir la rage d'entreprendre. Alors, parce qu'ils ont la rage d'entreprendre, vous pouvez donner l'argent sans peur. Et en donnant cet argent, vous êtes sûr d'être remboursé. Et au cas où vous n'êtes pas remboursé, nous faisons des garanties, nous allons rembourser parce que nous avons toutes les garanties que ces personnes-là vont entreprendre. Alors, troisième C, très vite, il est un peu tiré comme ça, c'est les contrats des marchés. En fait, nous voulons donner une clé passe-partout à nos jeunes pour ouvrir la porte des marchés. Et c'est important que lorsqu'on a appris et on a reçu le crédit, on a disponibilisé biens et services pour qu'il y ait accès au marché. Et c'est pour cela que vous avez des institutions comme ARSP, cette agence-là qui régule la sous-traitance dans le secteur privé, qui permettent à ce que les Congolais moyens, au travers de leur PME, puissent s'insérer dans les activités des entreprises de classe mondiale. C'est une insertion dans la chaîne des valeurs pour permettre à ce que tout l'argent qui est recyclé dans ces secteurs-là, qui sont importants comme les mines, les hydrocarbures et autres, ne soit pas externalisé. Il faut que ça soit réinvesti au pays avec, comme conséquence, création d'emplois, circulation ou ruissellement des richesses. Et donc, la RSP, c'est un pied. Et voici qu'en 2022, nous avons une très très bonne ordonnance, loi, qui vient créer aussi la sous-traitance dans les secteurs publics, en termes des marchés publics. Monsieur le ministre, pour commentaire, aujourd'hui, cette loi-là, qui est encore méconnue, je pense que nous irons ensemble avec un bâton là pour la vulgariser. Sur un marché public qui est gagné par une entreprise de classe mondiale, 40% doivent être sous-traités au PME des droits congolais. Exemple. Aérogare d'Engie, j'aime bien cet exemple. Supposons que ce soit 1 milliard de dollars pour faire tout ce qu'il faut faire sur la plateforme aéroportuaire d'Engie. Et donc, la vision du président est que 400 millions sur les milliards soient sous-traités à des PME des droits congolais. Ça peut être en termes de carrelage, je ne sais pas moi, tuyauterie, plomberie, mais c'est des Congolais qui doivent accéder à ces marchés. Et donc, c'est des éléments qui nous permettent à ce qu'on avance vite. Il y a une préférence nationale qui est vraiment posée pour que nous puissions, même sur des marchés à l'intérieur de nos provinces, donner de la place aux PME des droits congolais. Dans un grand C, c'est 3 C dans un grand C.
3C dans un Est-ce que grand je C. vais dans les grands C? Très vite. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, tout cela ne peut être possible que si nous avons un environnement d'affaires qui soit propice et à la naissance, et à la croissance, Et à et l'évolution. à la multiplication. Parce que ces entreprises-là, ce sont des êtres vivants qui naissent, qui croissent, qui se multiplient. C'est comme ça qu'on a des filiales et des filiales. Voilà ce qui a commencé à être fait et qui va se poursuivre avec une vitesse exponentielle. Voilà, on aura l'occasion de revenir à vous, le temps d'écouter un extrait du discours du président de la République qui, je le rappelle, a fait de l'emploi l'un de ses 6 engagements majeurs durant la dernière campagne électorale. On va écouter le président de la République et on va revenir pour aller de plein pied sur les sujets de ce soir. Je voudrais m'adresser à vous directement. Je connais vos doutes, vos frustrations, parfois votre colère. Je connais aussi votre courage, votre intelligence, votre capacité à vous organiser, à innover, à entreprendre, même avec très peu. Je veux vous dire ceci. Vous n'êtes pas un fardeau à gérer, vous êtes la chance et la solution de cette nation. Vous n'êtes pas seulement les bénéficiaires des politiques publiques, vous en êtes aussi les co-auteurs légitimes. Je vous invite à participer plutôt activement à ces travaux, à faire entendre vos idées, vos propositions, vos critiques constructives. N'ayez pas peur de demander des comptes, mais soyez aussi prêts à prendre votre part de responsabilité. Voilà, c'était un extrait de l'allocution du président de la République aux jeunes qui ont été réunis par centaines au Palais du Peuple à l'occasion de ces tables rondes. Il rappelait là son engagement. Monsieur le ministre, je sais que le président en Conseil de ministres nous en a parlé et il a mis suffisamment de son leadership pour que ces travaux se tiennent très rapidement. Les travaux se sont tenus, le président était là à l'ouverture. Nous avons vu qu'il a même suivi les travaux qui se déroulaient en commission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on n'aura sûrement pas le temps de faire les résumés de tous ces 3 jours de travaux et de toutes ces réflexions, mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme synthèse des principales recommandations, des principaux défis, mais surtout de comment vous avez capté les énergies positives de jeunes qui sont venus de l'intérieur comme de l'extérieur du pays durant ces travaux, et dire aussi concrètement par où on commence après tout ça. Merci beaucoup. Et je pense qu'il est aussi important de rappeler quelques éléments assez précis. Cette table ronde a été convoquée à l'initiative du président de la République lui-même. Alors, il a non seulement convoqué, mais il a aussi présidé. Il a lancé les travaux. Il a clôturé les travaux. Mais entre les lancements et la clôture, il y avait les ateliers. Il a participé même aux ateliers, ce qui est une première. Et je pense qu'il est bon que les Congolais le sachent. 3 jours consécutifs de mobilisation présidentielle. Pour ceux qui connaissent la lourdeur, la charge de l'agenda du président de la République, ils comprennent de quoi je parle. S'il se mobilise 3 jours durant de manière consécutive. Et donc nous avons eu la participation de 475 jeunes. 475 jeunes et autres qui sont venus de partout, des provinces, de la diaspora et même de la capitale. Et nous avons eu au total 305 recommandations. C'est énorme. Et c'était un travail de titan. Et 12 fléaux. Alors, tout cela procède des 12 fléaux. Merci, monsieur le ministre, pour ces compléments. Donc, on a identifié 12 fléaux, mais ces 12 fléaux, ils découlent d'un état des lieux qui a été fait et qui montre clairement que nous avons un problème dans notre pays où le chômage, dont on a des taux approximatifs
Le chômage, il est quand même là, il est abyssal. Et il n'est pas acceptable que dans un pays qui a 65% des jeunes dans sa population et qui est considéré comme le coffre-fort du monde en termes de ressources naturelles, mais qui ait un tel taux de chômage. Cela n'est pas concevable. Et donc, il faut absolument renverser la table. C'est pour ça qu'elle était ronde. Il fallait faire un tour à 360 degrés. Renverser tout sans complaisance. Et nous avons fait un état des lieux, effectivement, sans complaisance. Qu'est-ce qui s'est passé au juste et qu'est-ce qui a été décidé? Je ne vais pas aller fléau par fléau. Je crois qu'on peut ramasser toutes ces choses en 3 axes et 2 pieds. Tout ce qui s'est passé. On peut ramasser ça en 3 axes et 2 pieds. Alors, quels sont ces axes? Le chef de l'État a pris cet engagement. Il faut créer massivement les emplois. Et il a précisé lui-même à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Ça, c'est lui-même qui l'a dit. Et donc, il nous a montré comment créer les emplois. Nous avons besoin d'emplois, il faut promouvoir l'entrepreneuriat. Comment faire pour avoir les entreprises qui soient efficaces si on n'a pas une main-d'œuvre qualifiée? Parce que les entreprises sont faites pour répondre à des besoins sociaux. Vous avez des besoins de développement, des besoins de survie, des besoins économiques, toutes sortes de besoins de transport, en logistique, en infrastructure, mais il faut des entreprises pour ça. Mais les entreprises travaillent avec une main-d'œuvre qui doit être qualifiée. Voilà pourquoi on a ces 3 axes. Emploi, entreprise, formation professionnelle. Et donc, si nous arrivons à mettre une cohérence entre ces 3 axes, les résultats sont garantis. Les 2 pieds, et je vais aller dans les détails après, c'est la gouvernance, là aussi, 2 axes en termes de pilotage du projet ou du programme présidentiel. Comment ça va se passer? 2e élément, en termes de suivi et évaluation. Il y a quelqu'un qui disait, lorsqu'on est dans la gouvernance, il faut rester dans cette proportionnalité de 1% des rationalités ou des conceptions, 99% des sueurs ou des transpirations. C'est le suivi. Donc, si vous arrivez à suivre, vous avez déjà 99% des chances de réussir. Alors, maintenant, 2e pied, très important, le financement. Parce qu'on peut avoir des axes, on peut avoir des activités à mener, mais il faut qu'il y ait un financement conséquent. Alors, est-ce que vous permettez que j'aille dans les détails? Allez-y, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Voilà. Très, très vite, je commence par la formation professionnelle. Nous avons constaté que nous formons énormément de nos jeunes, énormément de jeunes. Et d'ailleurs, si les chiffres sont bons, chaque année, c'est entre 10 000, je ne sais pas, 10 millions ou 10 000, je ne sais plus, des jeunes qui sortent de nos universités, 10 000, 12 000 chaque année, c'est beaucoup trop. Mais qui sont formés dans quoi? Pendant que notre pays a mis les curseurs sur l'extraction minière, sur l'agriculture, sur les télécommunications, toutes ces choses-là qui sont techniques. Mais est-ce qu'on a des écoles, des métiers qui préparent nos jeunes à travailler, à s'insérer dans ces éléments qui sont techniques? Non. Nous avons peut-être des écoles, des polytechniques, où on forme des ingénieurs, par exemple, pour les mines. Mais attention. Mais je crois que c'est la faculté la moins peuplée à l'UNIKIN. Voilà, c'est la moins peuplée. Et non même pas des facultés intermédiaires ou des classes intermédiaires. Regardez ce qui se passe en médecine. On a des médecins qui peuvent être des spécialistes. Après, il y a quand même des assistants médicaux. Il y a quand même des infirmiers. Il y a quand même des sages-femmes. Mais est-ce que vous avez ce genre de formation en mine et carrière? Pas du tout.
Est-ce que nous avons ce genre de formation pour que notre agriculture soit portée par nos jeunes? Pas du tout. Est-ce qu'on a ça? Donc, il faut aller vers ces choses-là pour offrir au pays les ressources humaines dont il a besoin pour son développement. Et là, une des préconisations, c'est que, tout de suite, il faut absolument que l'État prenne en charge, prenne sur ses épaules, la nécessité d'avoir une grande école de formation professionnelle dans chaque province, selon les filières de chaque province. Comme ça, on sait que la main-d'œuvre qui va être sollicitée par les entreprises dans cette province-là, elle est préparée, elle est formée. Et ça permet de réconcilier la qualification professionnelle avec l'entrepreneuriat pour produire les emplois. Et donc, il y a plusieurs axes d'action qui sont préconisés. Et par exemple, aujourd'hui, nous allons faire en sorte que même sur les cursus classiques, il y ait quand même ouverture du programme sur des questions de formation professionnelle, avec tout ce qui va avec, notamment les stages professionnels qui doivent commencer très tôt. Ailleurs, oui. Non, Monsieur le ministre, peut-être qu'il faut déjà donner la démarcation qui peut exister entre ce que vous appelez filière formation professionnelle et ce que vous avez dit précédemment, des notions d'entrepreneuriat qu'on doit, par exemple, insérer dans notre curricula. D'accord. Alors, les notions d'entrepreneuriat, c'est les ABC de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les tout premiers réflexes qu'un enfant doit avoir. Par exemple, savoir que nous sommes dans un milieu où il n'y a pas de savon. Pour acheter les savons, mes parents vont toujours à 10 km de là. Est-ce que c'est normal? Non. Comment on fait pour faire les savons? Vous savez, ailleurs, il y a même des jeux qu'on appelle des Lego et tout ça, qui préparent les enfants à créer, à fabriquer des petites choses, mais c'est lié au développement de cette société-là. Et donc ça, c'est les ABCD, de sorte que même s'il commence, il échoue, il est en échouement scolaire, il va sortir de l'école. Et là, j'ai toujours donné un exemple, un ouvrage intéressant que j'ai lu. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Alors, c'est un titre très contrasté. Pour juste dire que quand on rate les études, on doit retomber sur ses deux pieds, on refuse de mourir, et donc on doit entreprendre. Et en entreprenant, peut-être qu'on va venir employer ceux qui étaient nos premiers de classe. Parce qu'on a entrepris, on a créé une entreprise, et eux, ils étaient intelligents sur telle ou telle filière, on les reprend comme employés, on est PDG. Et donc, si aujourd'hui, nous disons qu'il faut quand même aussi mettre un peu d'entrepreneuriat, c'est plus en termes de stage professionnel, et qui vous prépare à une orientation professionnelle. Par exemple, aujourd'hui, si je suis en primaire ou en secondaire, je suis allé en stage dans un hôpital, je peux nourrir l'ambition de devenir médecin parce que j'ai vu comment ça se passe. J'ai vu comment un enfant pénètre dans une maternité. Ah, je voudrais devenir sage-femme. Ça donne une incitation à une vocation que l'on aura. Mais vous dites deux choses intéressantes, Monsieur le ministre, on va donner l'espace aux journalistes, mais l'entrepreneuriat ailleurs, tel que nous voyons, c'est une culture qui se transmet de génération en génération. Tout à l'heure, vous aviez parlé des filières ou des formations professionnelles en fonction des spécificités de nos provinces, si je vous ai bien suivi. Oui. Alors, comment dès lors on arrive dans un contexte général de faire de l'entrepreneuriat une culture qui peut aller de père en fils, de fils en fils, de fils en petit-fils? Très bien. D'abord, il faut tout de suite épingler un domaine qui est très important dans ce que vous dites. Ça s'appelle l'artisanat. L'artisanat, c'est vraiment cette connaissance qui est parfois basique, qui est familiale et qui se transmet fortement de père à fils. Artisan boulanger, vous allez voir que souvent, c'est le père qui était boulanger. Et en étant boulanger, il travaillait avec ses enfants. Un des enfants devient boulanger parce qu'il a été formé à travers ce qu'on appelle l'apprentissage, qui est une notion
un peu différente de tout ce dont nous parlons maintenant. Et nous avons des filières qui sont très orientées vers l'artisanat. Ça, c'est très important comme maillon de la société qu'on puisse développer. Si je vous montre la loi sur l'artisanat, on a 8 grosses filières. C'est impensable que toutes ces filières soient dans l'artisanat. Et donc, le côté artisanal, c'est la pratique. Mais malgré tout, si on veut devenir entrepreneur, il faut qu'on ait ne fût-ce qu'une petite connaissance sur comment on gère. Comment on gère son entreprise, comment on fait l'économie, comment on fait face aux besoins de remboursement. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui vient maintenant emballer tout ça, couvrir tout ça, faire en sorte que l'on soit dans l'artisanat ou dans l'entrepreneuriat pur. Déjà, nous avons des lois différentes. La loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et des startups, et on a la loi sur la promotion de l'artisanat. Donc, c'est des domaines qui se complètent, mais qui sont un peu différents. Voilà, Monsieur le ministre. Maintenant, je peux avancer vite sur les autres. Allez-y, s'il vous plaît. Avant de prendre les questions, parce que je n'en étais qu'à la formation professionnelle. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, maintenant, le deuxième pied, c'est l'emploi. Ici, je voudrais que nous puissions nous comprendre. L'emploi, c'est l'emploi qui donne un statut social. Dans plusieurs pays, c'est parce que vous avez un emploi durable et décent que vous pouvez même accéder à un crédit bancaire. Donc, si on n'a pas d'emploi décent, durable, on est regardé comme quelqu'un qui n'est pas dans la société. Donc, il faut permettre à ce que nos jeunes accèdent à des emplois décents et durables et qu'ils fassent une politique cohérente de leur cursus professionnel. Et c'est pour ça que nous avons regardé de bout en bout les problématiques liées à l'accès à l'emploi, même dans le secteur public. Monsieur le ministre, je pense qu'aujourd'hui, si on regarde la question d'accès à l'emploi, même dans les structures publiques, elle est totalement inégalitaire et discriminatoire. Je pense que les Congolais savent que pour avoir un emploi, même dans une entreprise du portefeuille de l'État, il faut avoir un frère qui est soit DG, soit ministre, soit député. Mais est-ce que tous les 110 millions de Congolais ont des frères députés, ministres, DG? Donc il faut arriver à enrayer les discriminations liées à ces choses-là. C'est pour ça qu'on a fait des préconisations intéressantes, des grandes préconisations. La première, l'Office national de l'emploi, qui fonctionne de manière aujourd'hui pas cohérente, va devenir Office national de l'emploi et de l'égalité des chances. Parce que le chef de l'État a beaucoup insisté sur la nécessité d'établir des règles qui permettent à ce qu'il y ait égalité des chances d'accès à l'emploi pour tous les jeunes Congolais. Et ça, nous martelons là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on va faire recours à des CV pour emploi qui sont anonymes et qui ne renseignent pas sur les origines, les provinces, tout ça. C'est des CV avec numéro et codification pour commencer à balayer ces réflexes qui est rétrograde. Deuxième chose qu'on va faire dans le secteur de l'emploi, parce que si je viens dans l'ONEM, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. Nous allons faire en sorte que l'inspection générale du travail devienne réellement cet organisme de contrôle et qui a autorité à la fois sur les employeurs et sur les employés. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même constater que ce régime-là, il est déséquilibré. On a des employés qui sont nantis, on a des employés qui sont démunis. Ils sont devant une inspection générale du travail qui est, elle, plus démunie que toutes les deux premières catégories. Ça ne va pas. Elle va asseoir quoi en faisant quoi? Donc, il faut avoir, à l'instar de l'inspection générale des finances, une inspection générale du travail et de l'emploi qui soit vraiment à la hauteur de sa tâche avec un équipement conséquent. On peut continuer, il y en a beaucoup les mesures. Je passe vite à l'entrepreneuriat parce qu'il faut que j'en parle. Je suis ministre de l'entrepreneuriat. Allez-y. Voilà. Entrepreneuriat. Monsieur le ministre, nous devons
absolument faire en sorte que chaque jeune puisse accéder soit à l'emploi, ou alors il crée sa propre entreprise. Il n'est pas possible de résoudre les problèmes d'emploi dans ces pays avec les entreprises du secteur du portefeuille de l'État. Mais il semble qu'on est formé à être des demandeurs d'emploi plutôt qu'à être de créateurs d'emplois, Monsieur le ministre. Justement, c'est pour ça qu'il y a la réforme de tous les programmes d'enseignement pour qu'on commence à mettre l'entrepreneuriat là-bas, pour qu'on commence à mettre les stages, pour faire en sorte que nous soyons nous-mêmes conscients du fait que les entreprises dans lesquelles on veut travailler là ont commencé par des idées d'autres personnes qui nous ont précédés sur cette terre. Personne n'a créé une entreprise sans les idées. Si je vais avoir une entreprise, c'est parce que j'ai identifié un besoin social. Et je me dis, il faut que je me donne les moyens pour rencontrer ces besoins. Et donc, un jeune qui réfléchit aux besoins de sa société peut dire, je n'ai pas besoin d'aller demander de l'emploi auprès d'une entreprise, peut-être qui n'a même pas les qualifications nécessaires pour rencontrer ces besoins. Je vais moi-même initier la création d'une entreprise. Mais il faut qu'il soit accompagné pour cela. Et c'est pour ça que nous voulons changer la mentalité de nos jeunes. Faire en sorte que lorsque vous terminez, vous êtes jeune, votre premier réflexe ne soit pas « j'ai l'honneur de solliciter un poste de ceci au sein de la fonction publique ». Alors, pour cela, j'avais déjà donné le programme des 3C. Vous avez compris que c'est un accompagnement colossal que le président Félix Antoine Tshisekedi a mis en place depuis 2019. C'est lui qui l'a fait. Nous étions aux affaires. Mais aujourd'hui, nous avons un programme fabuleux. Et je vais l'esquisser en quelques mots. Constat. Je l'ai dit et je le redis. Le président de la République a constaté que depuis 2006, notre pays finance un concours politique qu'on appelle les élections. C'est un concours politique pour que des gens occupent 500 sièges à l'Assemblée nationale et 708 sièges aux assemblées provinciales. Donc nous avons autour de 1208 champions politiques tous les 5 ans. Mais à quel prix? 550 millions, attention, sous réserve des chiffres, je ne suis pas ministre des Finances. Environ 550 millions de dollars en 2006. Environ 700 millions de dollars en 2011. 1 milliard en 2018. 1 milliard et des poussières en 2023. Je suis d'accord qu'il faut financer la démocratie, je suis d'accord. Il faut stabiliser le pays, mais pas que. Et donc nous disons, avec ces genres d'opportunités politiques qui sont en train de transformer notre pays, d'amener tous les jeunes à convoiter la politique, même un médecin qui est talentueux, qui peut faire des opérations incroyables, il veut quand même devenir politicien. Même un avocat talentueux, il dit non, je dois aller en politique. Pourquoi? Parce que c'est là où se retrouve l'ascenseur social le plus rapide du monde. Est-ce que c'est normal? Donc nous disons, parce qu'on a montré que ça à notre société, même nos mamans dans nos villages font la politique. Les jours où il y a un politicien qui arrive, il n'y a pas de chant. On est en train de déstructurer la société. Il faut offrir une autre opportunité à la société. En réplique, nous allons organiser le concours national des plans d'affaires simplifiés partout. Territoire par territoire, circonscription électorale par circonscription électorale, devenue circonscription entrepreneuriale. Monsieur le ministre, vous allez y aller, oui. Mais il faut tout de suite qu'on donne une précision, oui, pour éviter la confusion, oui, que vous n'appelez pas à la suppression des élections. Non. Mais vous considérez que ce que nous investissons dans les élections peut aussi être investi pour avoir des jeunes champions dans tous les territoires, exactement comme on a des élus. Vous avez tout dit, monsieur. Voilà, allez-y, c'était une précision nécessaire. Très charmé par votre capacité de synthèse. Donc, c'est certain
qu'on continuera à aller aux élections. Moi-même, je suis produit des élections. Depuis 2006, je n'ai jamais raté. Voilà. Absolument. Donc je suis produit de ça, mais je ne suis pas d'accord qu'on continue à faire que ça. C'est pour ça que nous disons, pour qu'on ait une base rationnelle qui respecte les équilibres, nous partons de la même circonscription électorale. Nous disons, il y a combien de sièges dans cette circonscription? Exemple, dans une circonscription, j'ai 5 sièges nationaux, j'ai 15 provinciaux, ça me fait combien? 20. D'accord? Donc, tous les 5 ans, il y a 20 champions politiques. Maintenant, moi je vais avoir, et c'est ça la volonté du président, nous devons avoir tous les 2 ans et demi, maximum 3 ans, des champions entrepreneuriaux. Même nombre de sièges que nous avons au niveau national et provincial. On additionne, mais on fait x2 pour rattraper les retards que la politique nous a obligés d'avoir. Donc, au lieu d'avoir 20 entrepreneurs, on va en produire 40 par concours. Mais nous avons appelé ces concours plan d'affaires simplifié, parce que plan d'affaires, ça peut paraître savant. Mais quand c'est simplifié, c'est juste des idées que vous mettez sur la table. On peut vous aider à les agencer, même au moyen de l'intelligence artificielle, on les fait, mais on considère que c'est tellement pertinent. Et nous regardons la cohérence entre ces idées-là et les autres dans la circonscription, parce que c'est une unité. Vous savez que nous avons des territoires qui sont plus grands parfois en superficie que certains pays. Et donc, un territoire, c'est vraiment quasiment un pays. Donc, on peut voir comment faire en sorte que les circuits économiques qui vont être créés en finançant ces entrepreneurs, ces porteurs de projets, j'ai envie de les appeler comme ça, soient complémentaires. Et ça va faire en sorte que, au lieu d'attendre tous les 5 ans que la campagne électorale passe par là pour que les gens, les jeunes, les femmes obtiennent du savon, des habits, je ne sais quoi, des pagnes, ben, tous les 3 ans, les jeunes, les femmes vont se préparer avec des idées, vont réfléchir à quelque chose qu'il faut faire pour développer leur contrée, pour répondre à des besoins là-bas. Et ça va changer notre façon de considérer nos propres vies en ruralité. Aujourd'hui, tout le monde peut se déporter à Kinshasa, même avec des motos sur la route. C'est un business plan, ça aussi. Attention, c'est des choses qu'on ne peut pas encourager. Ces jeunes peuvent travailler dans leur contrée et être soutenus par l'État. Dernier commentaire sur ça. Qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas donner de l'argent aux porteurs de projets. Quand vous êtes retenu, vous serez signifié, vous serez formé, et vous allez nous dire, vous avez besoin de quel équipement? Nous allons commander cet équipement pour vous. Nous allons vous livrer l'équipement avec un petit fonds de roulement. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de détournement des fonds. On est d'accord? Alors, sur cette base, vous allez avoir un coach qui va vous suivre. Et vous allez commencer à économiser pour essayer de rembourser. Lorsque vous arrivez à atteindre dans vos économies ces montants, vous êtes un champion. Vous dites tellement de belles choses, Monsieur le Ministre, que je souhaiterais que vous puissiez très rapidement, peut-être en 2-3 minutes, terminer les parties restantes pour permettre aux journalistes de revenir avec des questions qui vous permettront de clarifier pour que ceux qui nous suivent comprennent la pertinence des travaux qui se sont tenus récemment. Alors, ces travaux-là, dans les 3 pieds, pour me résumer, vont créer une corrélation très cohérente entre la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Si nous soutenons les porteurs de projets sur l'ensemble du pays, avec effet de démultiplication, il faut s'assurer que dans chaque petit business plan simplifié, il y a aussi un nombre d'emplois que vous créez. L'entrepreneur lui-même, il est déjà dans l'auto-emploi. Après, il va utiliser d'autres personnes. C'est des emplois qui vont être créés. À la fin, parce que c'est une autoroute,
une autoroute qui va être créée. Cette opportunité, c'est une autoroute. Celui qui voudrait former les enfants qui sont dans les territoires reculés, il a un incubateur spécifique pour cette province, il va aller se mettre autour de cette autoroute pour commencer à former les jeunes qui se préparent au prochain concours. Celui qui a la microfinance, il va dire, oh ben maintenant je peux aller pour servir parce qu'il y aura un fonds de déroulement qui va passer par là, il n'y a pas de banque là-bas, il n'y a pas ceci, je vais aller installer mon institution là-bas. Donc c'est une autoroute qui va devenir un projet structurant, qui va nous amener à avoir beaucoup d'autres opportunités en termes de transport, surtout qu'il est arrimé au PDL 145T. Donc, pour donner la possibilité aux journalistes de poser des questions, parce qu'on ne va pas épuiser ces sujets. Enfin. Il est très bon. Merci. Voilà. Alors, je rappelle que durant ces travaux, vous avez travaillé activement avec nos collègues du gouvernement, notamment le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, genre et famille, jeunesse, personnes vivant avec handicap et ministre du Travail. Justement, parce que je pense qu'elle ne va pas être contente si je ne dis pas ça. Nous allons promouvoir de manière tout à fait exemplaire en Afrique ce qu'on appelle le handipreneuriat. C'est l'entrepreneuriat des personnes vivant avec handicap, qui est un type très spécifique. Et nous allons développer là une école sur la langue des signes pour les personnes qui ne parlent pas ou qui n'entendent pas. La langue des signes va devenir quelque chose de consacré parce que nous voulons lutter contre toute forme de discrimination au niveau de la société. Et même dans notre programme de concours des plans d'affaires, nous allons refléter les équilibres de notre société. Aujourd'hui, c'est 10 à 13% de la population qui sont handicapés. Et donc, lorsqu'on va faire les allocations, même en termes de projets, il y aura une fourchette d'environ 10% totalement dédiée aux personnes vivant avec handicap, même dans le financement des porteurs de projets. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est un engagement du président de la République. Je crois que même toutes les infrastructures construites dans les cadres des Jeux de la francophonie, par exemple, comprennent des accès, y compris aux personnes vivant avec handicap, parce que nous tous, nous pouvons potentiellement, ce n'est pas le souhait, le devenir, et donc il est important de s'assurer qu'avec cette politique d'inclusion, tout le monde trouve sa place. Bon, on va essayer d'avancer avec les questions finalement. On va commencer par Monsieur Amédée Moirabou, qui sera suivi de Monsieur Patrick Lacoué. Voilà. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, je pose directement ma question. Quelles sont les résolutions, j'insiste bien, d'ordre scientifique à ce qui concerne les diagnostics du chômage des jeunes, à ce qui concerne les solutions à la création des emplois des jeunes qui sont sortis de cette table ronde que vous avez organisée? Je pose cette question parce que je sais que les économies qui avancent, ce sont les économies qui mettent la science à l'avant-garde. Au fait, je demande quelle a été la part de la science pour cette table ronde que vous avez organisée. Deuxième question, Excellence, le principal problème à ce qui concerne l'emploi en République démocratique du Congo, c'est le chômage de masse. Et ce chômage de masse concerne aussi bien les jeunes que les adultes. Mais vous organisez une table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes en omettant le chômage des adultes. Mais pour autant, j'aimerais quand même savoir, Excellence, qu'est-ce que votre ministère, parce que vous êtes le ministre de l'entrepreneuriat, peut faire pour promouvoir l'entrepreneuriat dans un pays où 80% d'habitants sont confrontés à l'extrême pauvreté, selon les chiffres de la Banque mondiale? Est-ce possible, le challenge que vous vous donnez? Si le ministre le permet, je peux poser la dernière question. Vous avez parlé de tout, sauf
avancer, ne serait-ce qu'un seul chiffre. Vous avez cité un certain nombre d'institutions qui ont été mises ou créées pour promouvoir l'entrepreneuriat ou l'emploi des jeunes, l'ANADEC, le FOGEC, mais toutes ces institutions, c'est des institutions qui sont sous-capitalisées. Le FOGEC n'a pas 1 milliard de dollars, même pas 100 millions. Qu'en est-il de financement? Puisque je vous ai suivi lors de la clôture, vous avez dit vous réservez la primeur à ce qui concerne les financements au président de la République, mais on aimerait quand même savoir. Merci. Voilà. Merci, monsieur le ministre. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Amédée Marabou, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, première question, les résolutions d'ordre scientifique. D'abord, pour vous apaiser, nous avions toute une cellule des scientifiques qui ont travaillé avec nous. Encore une fois, comme vous savez, dans notre pays, il y a des approximations en matière de chiffres. Même ce que vous appelez la scientifique, ça peut être des sujets à discussion. Parce que les bases de départ en matière de chiffres posent problème. Mais au-delà, nous connaissons les problématiques. Nous savons que nous avons des problèmes structurels. On n'a pas besoin d'avoir un scientifique, je ne sais pas, masterclass pour nous dire que les enfants que nous avons formés en littérature, en lettres, en anglais, je n'ai rien contre ça, ne peuvent pas travailler dans les mines, ne peuvent pas faire l'agriculture. On n'a pas besoin de scientifiques pour ça. C'est un constat qui est là et nous pouvons nous dire qu'il faut corriger. Maintenant, la science intervient pour répondre à une grande question. C'est la question comment. Parce que tout le monde peut avoir de bonnes intentions. Mais la façon de les faire, ça pose problème. Un programme comme celui que je vous annonce là, le concours national des plans d'affaires, simplifié aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est entre les mains des professeurs d'université qui sont en train de faire toutes les projections. C'est des scientifiques, des économistes, avec des calculs précis. Donc, pas de problème. Vous allez voir quand il va être publié, c'est totalement scientifique. Et il est aussi facile à comprendre parce qu'on peut l'expliquer en français facile. Économie qui mette la science à l'avant-garde. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que plus qu'hier, même les commerces, c'est les commerces du savoir. Donc, c'est les commerces dans lesquels la science vient nous donner la porte de la plus-value. Si vous êtes toujours dans les commerces des bruts et des produits primaires, ben vous allez les vendre à vil prix. Celui qui va y rajouter de la connaissance et de l'intelligence va vous ramener les mêmes produits 15 millions de fois plus chers. Prenez les cas, les avions, les téléphones, tout ça, c'est des matières premières qui partent d'ici. Quand ça vous revient sous forme d'iPhone, ça coûte combien? C'est l'intelligence qui est rémunérée. Mais nous sommes en train de commencer un programme qui est fondé sur l'innovation. Déjà, aller dans nos contrées pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous ne pouvez pas fabriquer du savon ici? C'est déjà la connaissance. Nous voulons qu'il y ait une plus-value sur nos matières. Et donc, nous sommes conscients du fait que, même au niveau institutionnel, nous devons changer des choses. Est-ce que vous avez une idée des conflits qu'il y a sur la propriété intellectuelle dans le monde, ou la propriété industrielle? Quelqu'un qui fabrique, qui a conçu les essuie-glaces non automatisés, qui entre en conflit avec celui qui a construit des essuie-glaces automatisés. L'un est en Chine, l'autre aux États-Unis. On fait comment pour trancher? Antériorité des dépôts en termes de protection. Et donc, attention, avec des questions liées à la connaissance, nous en sommes conscients. Et nous pensons qu'il faut y aller étape par étape. C'est très important aussi d'amener la société dans un changement qui soit programmatique, pas dans une espèce de rupture totale. C'est pour ça qu'il faut tenir compte de la ruralité. Il faut tenir compte aussi, bien sûr, de la compétitivité. Parce qu'on est pays, mais on est en compétition avec les autres. Il y a des choses que nous pouvons faire. On ne peut pas peut-être les dire ici. Il y a des pays qui se sont développés grâce à l'espionnage technologique, vous le savez. Et donc, nous avons des professeurs ici que nous utilisons. Dans cette table ronde, ils avaient toute une cellule AI. Et ils sont encore en train de travailler pendant que nous parlons.
Alors, principal problème, chômage des masses. On s'est plus focalisé sur les jeunes, pas sur les adultes. Alors, ça, c'est possible. Mais toutes les mesures, quand vous les regardez, elles ne concernent pas que les jeunes. Quand je parle aujourd'hui des 3C, mais je parle des mamans, je parle même des les porteurs de projets. Je n'ai même pas évoqué la question d'âge. Un porteur de projet, si votre projet est pertinent, et il se fait que vous avez 99 ans, mais votre projet est pertinent, on va se demander comment vous avez fait. Mais nous, on va retenir ce projet, on va peut-être vous dire, attention, cédez la main à quelqu'un d'autre qui va le porter, parce qu'il est pertinent. C'est la conception que nous regardons. Et donc, nous sommes dans vraiment les savoirs. Qu'est-ce qui fait qu'on retienne les projets? Ce n'est pas l'âge, c'est les savoirs. Alors, est-ce que les adultes sont discriminés? Pas du tout, parce qu'ils étaient aussi là. Tous les 475 participants, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait des adultes. Et nous pensons qu'il y a les ministres, peut-être délégués aux anciens combattants, oui, qui a même demandé de participer. Il y a des ministres qui veulent qu'on puisse prendre même ceux qui ont combattu. Je suppose que ceux qui ont été au front, ben, ils ont déjà dépassé un certain âge, si on doit les recycler et tout ça. Donc tout ça, ça fait que c'est juste parce que c'est 65% de la population que nous disons non. Et cette tranche de la population a une particularité, c'est le dynamisme. Parce que notre première richesse, c'est notre jeunesse. Donc, il faut investir dans notre jeunesse. Et nous pensons que les gens qui vont répondre vite, ce sont ces jeunes-là qui sont à la recherche d'emploi. La plupart des adultes, parfois, ils sont déjà dans un cursus professionnel. Voilà pourquoi nous disons, même les histoires d'avancement en grade. Vous savez aujourd'hui aussi qu'un DG qui arrive dans une entreprise, ben, il prend son fils et tout de suite, il passe des grades de recrutement fondés de pouvoir, vous le savez. Ce sont les adultes qui crient. Ceux qui ont commencé avant qui crient. Lorsqu'on dit on va faire que ça cesse, c'est au profit de qui? De ces adultes qui crient. Il y a un jeune qui a été privilégié et les adultes crient, et donc les adultes désormais vont applaudir. Alors, pour ce qui concerne les chiffres, vous avez raison, moi j'ai des chiffres. J'ai des chiffres qui sont plus ou moins déjà là, approximatifs, mais je ne peux pas les communiquer parce que nous avons dit, depuis la table ronde, que nous allons réserver cette primaire au chef. Des chiffres que vous avez obtenus notamment en identifiant d'autres canaux de financement qui ne viendra pas que du Trésor public. Voilà, tout ce qui est programme présidentiel. Vous voyez, c'est un programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. En plus, il a été déclaré sous forme de pacte. Vous avez entendu ça. Le président lui-même a parlé d'un pacte pour un peu suggérer les côtés spirituels de la chose. C'est un pacte. les côtés spirituels, monsieur le ministre. On va prendre la question de monsieur Lac. S'il vous plaît, allez-y droit au but pour nous permettre de faire une économie de temps aussi. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir sur la dernière question des chiffres. Vous avez réuni 475 jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous avez évalué l'ensemble des projets de ces 475 jeunes entrepreneurs et l'évaluation vous donne quel chiffre? Je ne suis pas dans les chiffres prévus par le chef de l'État. Deuxième question. Monsieur le ministre, vous parlez de FOGEC. Et pourquoi pas une banque d'investissement? Puisque la RDC souffre dans ce secteur-là. Il n'y a pas de banque d'investissement. Dernière question. Y a-t-il une loi qui gère le contenu d'entrepreneurs congolais? Merci. Qui gère le contenu d'entrepreneurs congolais? Soyez un peu plus
plus précis. Parce C'est qu'il existe tout à l'heure les l'entrepreneur codes, c'est que dont le l'entrepreneur ministre a parlé congolais tout à l'heure. produit. Est-ce qu'il y a-t-il une loi qui encadre cela? Allez-y, monsieur le ministre, directement, s'il vous plaît. Très bien. Alors, on a réuni 475 délégués, mais ce n'est pas chaque délégué qui vient avec un projet pour lui sur la tête, pour nous dire, voilà, mon projet est là, moi, mon projet est là. Non, c'est pour fédérer les idées. Et il y avait des problématiques, et les ateliers étaient orientés dans des thématiques précises. Et ce n'est pas chacun qui dit, moi, j'ai tel projet. Les questions sont d'abord des questions d'ensemble, des questions d'approche. Et c'est sur ces questions-là qu'on a réfléchi. Il y en a certainement qui ont des projets, peut-être qui en ont parlé, mais notre objectif n'était pas de recenser les projets de tous les participants. D'autant plus que nous parlons et de la formation professionnelle et de l'emploi. Mais quand formation professionnelle, il porte quel projet? Il veut étudier. Emploi, ben, il veut travailler, il veut être employé. Il n'a pas de projet. Mais quand il veut entreprendre, il peut avoir un projet. Donc, on a abordé toutes les questions de manière thématisée. Si je puis ainsi m'exprimer, je ne peux pas les compter. Mais le grand projet, les différents grands projets qui font partie du programme présidentiel, eux, ils sont évalués en termes de coûts et il y a une loi de financement de ces projets qui est en route. Donc, c'est des financements qui vont allier et les gouvernements, qui vont aligner les gouvernements, les trésors publics. Nous allons avoir aussi une coalition multibailleurs et nous aurons d'autres pistes de financement. Alors, ne m'amenez pas trop sur ça. Alors, pourquoi les FOGEC, pourquoi pas une banque d'investissement? Vous savez, une banque, par principe, c'est une initiative privée. Par principe. L'État peut aussi exceptionnellement initier. Mais la banque de l'État, c'est la banque centrale. Mais une banque commerciale, qu'elle soit d'investissement, bon, en principe, elle est comme ça. Donc, il faut déjà qu'il y ait des conditions qui permettent à ce que même les privés, eux-mêmes, ils initient une banque pareille. Maintenant, si c'est l'État qui peut le faire, ben, j'imagine que le côté secteur banque a quand même un responsable gouvernement qui pourrait peut-être être en train de travailler sur ça. Mais ce qui est important à savoir, pourquoi les FOGEC? Parce que nous avons voulu résoudre d'abord le problème de garantie d'accès. Une banque d'investissement, je suppose qu'elle va être là pour financer les investissements. Même s'il faut financer les investissements, mon frère, ça reste une banque qui a des ratios et qui a des règles prudentielles, qui va se ménager, qui va dire pour que je mette ça, il faut que j'ai la garantie que ça va revenir. Donc le problème de garantie d'accès au financement restera. Les gens ont cru qu'avec FPI, ça va être le contraire. FPI demande aussi des garanties. Ben, peut-être au niveau des taux d'intérêt, c'est différent, mais toute banque, même la Banque mondiale, elle demande des garanties. C'est pour ça que vous avez des conditionnalités, des mises en œuvre, des règles de ceci. C'est des garanties, ça reste des banques. Est-ce qu'on est d'accord? Alors maintenant, loi qui gère les contenus des entrepreneurs. J'ai compris que c'est la loi qui régit l'activité de l'entrepreneuriat. C'est ça. Nous avons une ordonnance loi qui est sortie en 2022, en septembre, qui est là, dont nous sommes en train de rédiger très très vite les mesures d'exécution. Pour faire rire, monsieur le ministre. Alors, cette loi-là, elle porte sur l'entrepreneuriat et sur les start-up en termes de promotion. Alors, j'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit qu'ils avaient des start-up. J'ai dit, vous avez des start-up? Il dit, oui. Ah bon? Comment vous avez fait? Non. Sur le plan numérique, on a créé ça. Ben, je dis, mais qu'est-ce que la loi dit pour que ça soit une start-up? Ben, il y a tout un comité de labellisation des start-up qui n'est pas encore installé. Nous sommes en train de travailler à sa naissance. Mais les Congolais ont déjà des start-up, mais qui ne sont pas labellisées. Or, si elles sont labellisées, mais les avantages fiscaux en termes d'allègement, les avantages du côté administratif sont énormes. Nous allons vulgariser avec le ministre toutes ces lois pour que vous compreniez c'est quoi une start-up et pourquoi il faut aller vers la labellisation. Parce que ça vous ouvre la porte à beaucoup de choses. Et même en termes de marché, tout ça n'est pas connu. Mais pourtant, c'est depuis 2022 que ces lois sont là.
les faits précèdent les lois. Je me souviens que quand parlementaire, on avait beaucoup travaillé sur ces sujets. Alors, Monsieur le Ministre, peut-être qu'on va, en tout cas lorsqu'il sera 20h, on pourra laisser place au journal, on continuera avec quelques questions pour être plus précis. Mais Monsieur le Ministre, vous avez parlé du FOGEC. Lorsqu'on parle des PME, on parle de FOGEC, on parle d'un APEX, on parle d'un RSP. Est-ce que de manière brève, vous pouvez nous dire c'est quoi la fonctionnalité de chacune de ces structures? Alors, comme je l'ai déjà dit, le FOGEC, c'est vraiment les fonds de garantie de l'entrepreneur. Mais garantie face à qui? Face aux banques. Ça veut dire aujourd'hui, X personnes a un projet d'entrepreneuriat. Nous disons, pour nous, il faut passer par les 3C. Cette personne va être formée par l'ANADEC. Si ce n'est pas l'ANADEC, elle va passer par un incubateur, mais qui est agréé par l'ANADEC. Parce que l'ANADEC a la spécialité en matière de capacitation. FOGEC, lorsqu'il voit que la personne a été formée par l'ANADEC et que donc elle est devenue propice à recevoir un crédit, FOGEC va l'accompagner auprès du système bancaire. Les banques vont dire, pour qu'on puisse financer, ben nous on veut 1, 2, 3, il faut nous donner telle garantie, telle garantie. FOGEC, j'en conviens, qui est sous-capitalisé, et une des mesures, ça va être de récapitaliser sérieusement FOGEC. FOGEC va garantir, va dire à la banque, donnez-lui les crédits. Il a été formé, son business plan est pertinent, et nous allons suivre. Et donc FOGEC va s'engager en poussant la personne à rembourser. Si jamais cette personne n'arrivait pas à rembourser, évidemment, le garant sera appelé à la cause. Maintenant, si on franchit ça, tout est en cohérence. Je note à l'intention de nous tous que c'est le modèle sur lequel la Chine a fait son enjambée commerciale, ces modèles ici. Et donc, quand vous franchissez, et d'ailleurs c'est le modèle des États-Unis actuellement, quand vous franchissez la garantie, vous avez les crédits, vous avez maintenant des questionnements sur l'accès au marché, où vous avez des géants qui ont toutes les garanties, qui ont tout, parce que là aussi il y a des conditionnalités pour accéder au marché. Et donc, je vous dis, dans ces cas, on ne va pas rivaliser avec ces grandes entreprises, souvent des classes mondiales. On va faire quoi? Ces entreprises amènent les marchés, mais elles doivent sous-traiter une partie de ces marchés au profit des PME et des droits congolais qui se recherchent. Et donc, si on est dans les secteurs miniers aujourd'hui, on va faire, je ne sais pas, on est à la phase, je ne sais pas, comment vous appelez des termes techniques, on doit creuser, on doit faire je ne sais quoi. Mais est-ce qu'il faut forcément que l'entreprise qui va amener les engins pour transporter je ne sais quoi, ou même pour transporter les cuivres, il faut que cette entreprise-là nous vienne de l'étranger? Est-ce qu'un Congolais ne peut pas avoir des camions pour transporter les cuivres? Mais c'est pour ça qu'on dit, voilà, même si vous avez des gros investissements, mais les côtés des transports, donnez ça aux Congolais. Si on doit nourrir dans une entreprise minière toute la main-d'œuvre qu'il y a là, souvent c'est par milliers, vous imaginez ce que ça peut faire par repas? Nourrir des gens qui sont au chantier, matin, midi, soir. Mais ces Congolais-là, il est millionnaire. Donc, ces choses-là que les Congolais peuvent faire, qu'on leur laisse ça. Je ne sais pas si c'est assez. Non, c'est clair. Donc, capacitation, vous avez dit ANAPEX. ANADEC. ANADEC plutôt, Oui. Excusez-moi. Accès au crédit FOGEC. Accès au contrat ARSP. Vous avez l'ARSP d'une part, et maintenant on va créer une autre structure pour les marchés publics. Où Voilà. la loi vient de réserver 40% de tous les marchés publics aux PME des droits congolais. C'est important de les noter. Voilà, on va prendre la prochaine question avec Eric Izami, puis ce sera Madame Joséphine Mawete. Merci de la parole, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre Kalumba Mwanangongo, vraiment, celle de savoir, vous avez évoqué ici le fait que vous aurez voulu que l'on puisse déjà instaurer le cours d'entrepreneuriat. Je voudrais avoir une idée. Vous avez souhaité que dans le parcours scolaire de nos enfants, que l'on puisse insérer le cours d'entrepreneuriat pour aiguiser ces côtés-là, pour ne pas revenir plus tard demander j'ai l'honneur de ceci ou de cela.
Alors, vous pensez que ça peut être opérationnel quand exactement? Alors, deuxième question. Vous avez évoqué le fait qu'il faudrait quand même inciter, d'un côté, on a déjà des champions politiques, il faut avoir aussi des champions qui entreprennent. Alors, nous avons 145 territoires. Doit-on attendre, par exemple, pour maintenant, 2028, pour commencer ces concours-là, ou que ça va déjà être activé dans pas longtemps? Et puis, comment vous allez faire? Parce que notre pays est quand même vaste. Hein. Le plus grand de tous nos 145 territoires, c'est Bafouassende, qui est un peu l'égal de tout le Rwanda réuni. Bafouassende dans la Tchop. Le deuxième plus grand territoire, c'est Kasongolunda, ici dans le Kwango. Comment vous allez repartir la compétition? Et puis, bon, pour le S'il vous ministre... plaît, vous n'allez pas faire. Oui. S'il vous plaît. Allez-y, mais... Oui, la dernière question au ministre Mouyaya. Pour entreprendre, nous devons avoir la paix. Je commence par vous féliciter, vous tous, dans votre gouvernement, pour les efforts fournis pour la paix. Mais par exemple, par rapport à nous qui sommes à Kinshasa, on peut aussi beaucoup entreprendre avec nos frères qui sont en face, Brazzaville. Il y avait un projet pour mettre ensemble, par exemple, le briefing d'ici et la quinzaine du gouvernement là-bas, pour voir dans quelles mesures évoluer aussi avec eux. On va y arriver bientôt. C'est pour quand? Disponibilité d'agenda. Mais je crois qu'il y a... Vous faites bien de reposer cette question sur la paix. Mais je suis désolé. Parfois, l'entrepreneuriat évolue bien en cas de conflit. Parce que ça crée un nouvel écosystème. Parfois, l'entrepreneuriat peut trouver son essor en cas de crise ou d'épidémie. Ici, c'est l'épidémie, la crise, mais c'est la capacité de nous adapter. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est la capacité à donner une réponse à un problème vécu. J'ai besoin de vous joindre, vous êtes loin, on crée les téléphones, j'arrive à vous joindre. Pendant le Covid, ici, pendant la pandémie, moi, je connais une dame qui a industrialisé pratiquement la fabrication de masques. Elle en a tiré profit. Et donc, ici, il ne faut pas attendre, il ne faut pas donner l'impression que parce qu'on n'a pas la paix, encore qu'en parlant de paix chez nous, évidemment, je ne voudrais pas réduire la portée de la crise que nous connaissons parce qu'elle nous affecte tous, mais ça représente combien de pourcents sur 2 345 410 km²? Parce que la propension de certains en dehors, c'est de nous définir, on dit en RDC, il y a la guerre. Certaines personnes qu'on reçoit à Kinshasa sont surprises, ils disent, mais avant de venir ici, on nous disait que ça tirait de partout. C'est pour ça que justement, dans le travail que nous faisons sur le narratif, nous insistons beaucoup sur les faits que la RDC, comme le ministre l'a décrit tout à l'heure, mais c'est le réservoir de toutes les ressources du monde, si je peux m'exprimer ainsi. Et les Congolais doivent être le premier à développer une intelligence qui leur permette de tirer profit de ce qu'ils ont. Et donc, ce n'est pas le fait que nous ayons cette crise que nous avons dans l'Est qu'on va s'y refuser, ou on va se dire, ce n'est pas le milieu qu'il faut pour aller investir. Je vous ai donné un exemple d'un investissement en temps de crise, en temps de Covid. On ne sortait pas de la maison, mais on savait où nous procurer les masques. Et donc ici, c'est justement faire cet appel à l'intelligence, comme le président de la République le disait tout à l'heure, des Congolais, cette capacité à observer. Regardez comment Facebook a été créé, regardez comment Uber a été créé, regardez comment i5 a été créé, pour ceux qui de ma génération se souviennent encore, mais c'est des jeunes étudiants sur les sites universitaires. Et donc il faut qu'on essaye simplement de pousser plus loin nos réflexions dans la compréhension de nos problématiques et d'être en mesure de proposer des solutions. Ici, il y a un accompagnement. On parlait tout à l'heure de capacitation, d'accès au crédit, d'accès au marché, mais le point de départ, avant même d'arriver à tout ça, c'est d'avoir une idée, d'avoir une initiative. Et puis plus tard, le ministre a parlé des incubateurs. Donc les incubateurs servent à quoi? Aujourd'hui, on a remarqué, parce que moi-même, j'étais un peu, comme député, je suivais un peu les questions d'entrepreneuriat, mais on n'a peut-être pas toujours la culture de partager les risques. Le projet qui avait gagné les concours de start-up qu'on a organisé en 2013, c'était des jeunes, un groupe de jeunes, mais ils avaient un financement de 20 000 $, mais ils n'y ont jamais eu accès parce qu'ils ne se sont pas entendus.
dit non, moi je dois avoir 40%, c'était mon idée. Mais dans ce que le ministre a dit, dans la capacitation, c'est aussi cette capacité qu'on vous donne de travailler en groupe, de prendre les risques ensemble. Vous vous dites, nous sommes tous des professionnels des médias, pourquoi on ne créerait pas une plateforme qui nous permettrait, par exemple, de communiquer 24 heures sur 24. Donc ici, il faut enlever de la tête des compatriotes que lorsqu'on n'a pas de paix, encore que ça ne touche pas tous les territoires nationaux, qu'on ne peut pas investir, qu'on ne peut pas entreprendre. Il faut considérer, Amédée posait la question tout à l'heure, que chacun des défis que nous avons est une opportunité d'enrichissement. Voilà, Monsieur le ministre. Bien sûr, chaque défi, c'est une opportunité d'enrichissement en plus et d'avancer. Monsieur le ministre, pour vous relayer, le cours d'entrepreneuriat qui va être instauré, je pense que depuis 2021, on travaillait déjà sur ce programme-là d'insertion des cours d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je pense qu'il ne reste plus quelques fenêtres pour que ce soit effectif. Pour moi, c'est vraiment parmi les mesures qui sont là, à court, moyen terme, ça doit se faire. D'ailleurs, sur les tableaux, si je ne m'abuse, c'est à court, moyen terme. Donc, ce n'est pas pour longtemps. Champion politique, entrepreneur, comment ça va se passer, le pays est vaste et tout ça. Est-ce que nous sommes plus vastes que la Chine? Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un programme qui a révolutionné la Chine. Est-ce qu'on est plus vaste que la Chine? Je ne sais pas. Et maintenant, est-ce qu'on est plus vaste que les États-Unis? Vous allez dire qu'il y a les infrastructures là-bas. Mais nous allons nous adapter. Et voici un des éléments, parce que vous êtes très pressés de connaître le contenu de ces programmes. Nous reviendrons avec ces programmes dans son contenu. Mais voici un des éléments. Aujourd'hui, si on veut lancer ces concours, on sera obligé de commencer par des zones géographiques qu'on peut considérer comme pilotes. Mais je vous informe que ce n'est pas un concept qui vient de nulle part. Nous avons eu en 2019 un programme qu'on appelle ADMPME. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Programme d'appui au développement des petites et moyennes entreprises. 100 millions de dollars financés par la Banque mondiale. Il concernait 4 villes, Kinshasa, Matadi, Goma, Lubumbashi. Ça a été fait au même moment, les 4 villes. Et il était fondé sur un concept, en partie, qu'on appelle COPA, Concours des plans d'affaires. Si vous interrogez la Banque mondiale, elle va vous dire que c'est parmi les projets les mieux cotés de la Banque mondiale exécutés au Congo. Ils me l'ont dit il y a une semaine. C'est pour ça que les PADMPME a donné lieu à un autre projet qui est en cours maintenant, le projet Transforme, qui s'occupe de l'autonomisation des femmes. 300 millions de dollars. Lui aussi, en partie, il a ce concours qu'on appelle COPA, Concours des plans d'affaires. Maintenant, des journalistes comme vous et d'autres personnes nous ont interpellé le président. COPA, Transforme, c'est 13 localités. PADMPME, c'était 4 villes. Le pays a 145 territoires, 32 villes. Quand est-ce que vous allez arriver avec ces projets dans les autres territoires? D'où la naissance de COPA, on met CONA, pour dire ça devient national, passe, plan d'affaires, mais pour que ça ne soit pas savant, simplifié. Vous avez compris? Il a des ancêtres, ces projets-là. Il a des ancêtres. Il n'a pas d'MPM, il a Transforme. Et nous allons y aller par grand ensemble provincial. On peut dire, les 6 premiers mois, nous nous concentrons sur la Grande Orientale, par exemple. Les 6 autres mois qui viennent, nous sommes dans les Grands Kasaï. Les 6 mois qui viennent, vous allez voir que si vous décomptez
Au bout de 3 ans, on est sur l'ensemble du pays. C'est des choses qui sont en train d'être chronométrées par des professeurs d'université dont on a parlé ici, des savants, nos chercheurs. Donc, tout est étudié. Autre référence. Mais est-ce que la CENI, quand elle organise les élections, elle ne les fait pas sur l'ensemble du pays, au même moment? Pendant que nous sommes là, les équipements de la CENI font quoi? Ils chôment. On ne peut pas les utiliser. C'est juste pour dire on réfléchit à tout. Est-ce que vous avez compris? Oui. Merci beaucoup. Voilà, on va prendre, s'il vous plaît, une question pour tous ceux qui viendront après et on sera en mesure de terminer. Après vous, ce sera Pichou Moulumba, Pascal Moulegua et M. Kabongo, Jean-Claude. Monsieur le ministre, ma question est plus axée sur le FOGEC. Vous avez fait des éloges de cette institution. Moi, dernièrement, le 20 novembre dernier, j'ai vu une préoccupation d'un entrepreneur, Eli Lomoto, qui, selon lui, avait été le premier, lors d'une activité du FOGEC, le 31 juillet 2023, avait été présenté au public comme l'un des lauréats qui devait bénéficier du financement du FOGEC. Et malheureusement, après cette activité, depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais rien reçu. Et tous les entrepreneurs qui devaient au total recevoir un financement d'1,8 million, seulement quelques-uns, selon lui, ont reçu. Lui, il dit qu'il n'a jamais reçu cet argent-là. Est-ce que avez-vous des informations quant à ce? Mais aussi, le FOGEC avait promis, en tout cas, selon un de ses tweets qu'il a fait le 1er août 2023, que d'ici la fin de 2023, il y aura jusqu'à 5 millions de financements pour les entrepreneurs congolais. Quel bilan pour cette institution? Merci. Je crois qu'il faut faire la démarcation entre le FOGEC, qui est une structure, et les ministres. Je ne suis Bien pas sûr, sûr. monsieur le Peut-être que le ministre pourra donner des éléments de réponse aussi, les a. Mais ces structures existent, ils ont des responsables qui peuvent répondre de manière plus détaillée. Ici, le ministre, c'est le porte-parole en réalité de tous les membres du gouvernement qui ont activement travaillé à l'organisation de la table ronde, à la fois donc le ministre du Travail, Formation professionnelle, Jeunesse, Genre et Famille ou notre collègue délégué aux personnes vivant avec handicap. Donc c'est à ce titre-là qu'il intervient sur le grand agrégat, mais je ne sais pas s'il a des éléments détaillés. Ministre, il y avait une dernière question pour vous, une question d'actualité, puisque... Oui, vous en avez 3 vous-même déjà, madame. Vous allez me le permettre, s'il vous plaît. Quel commentaire faites-vous du rapport 2025 de l'ONG Journalistes en danger, qui fait la comparaison du régime actuel et aussi du régime passé de l'ancien président Kabila par rapport à tout ce qui s'est passé dans la sphère médiatique congolaise? Alors, monsieur le ministre, permettez que je... Je vous en prie. D'abord, je suis désolé, mais je n'ai pas l'impression que tous ceux qui ont entendu parler de ces rapports l'ont lu. Les commentaires qui ont été relayés nous ont surpris, parce que cet après-midi, d'ailleurs, j'ai reçu Chivis Chivwadi, qui est venu me remettre le prix que GED a reçu en Suède pour les travaux qu'ils font en termes de protection de journalistes. Il est venu me le remettre. Je pensais qu'il venait me le présenter, mais il me l'a remis pour me dire, monsieur le ministre, ce prix est aussi le vôtre pour l'essence de l'engagement que vous manifestez depuis que vous êtes à la tête du ministère et les progrès que nous accomplissons. Et si vous regardez l'intitulé du rapport, le rapport parle de Est de la RDC. Et donc, si aujourd'hui nous avons du recul en termes de cotation dans les classements de Reporters sans frontières, c'est plus de l'action des supplétifs qui reproduisent les méthodes du père. Vous connaissez le père, le Rwanda, le fils, l'M23. Et les méthodes du père sont connues, ce qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'espace pour les journalistes. Et donc, maintenant, à vouloir faire une allusion ou des comparaisons ou une juxtaposition des situations, je ne suis pas sûr que ces rapports aient été bien lus. Parce que jamais
avant 2019, nous avons eu un président de la République aussi engagé aux côtés de professionnels des médias. Il est venu plus d'une fois à la célébration de la journée de la presse, il a ouvert les travaux des États généraux et il a toujours été attentif pour nous accompagner. Il est même venu à un briefing, le président de la République. Alors, de quoi on parle? Alors, on veut faire une petite photographie parce que très souvent, comme nous évoluons dans un contexte où, pour certains, il faut à tout prix ressortir les côtés noirs, mais on veut ignorer que les progrès qu'on a fait, notamment sur la nouvelle loi sur la presse, que vous avez baptisée loi Mouyaya, en termes de protection de journalistes, en termes d'adaptation du cadre, parce que vous êtes aujourd'hui responsable d'un média en ligne, il n'y avait pas de législation bien avant que la loi n'arrive. Et donc, à un certain moment, nous-mêmes faisons un effort pour reconnaître lorsqu'il y a de progrès et pour dire lorsqu'il y a des défis. De toute évidence, nous, aujourd'hui, nous savons que la sécurité des journalistes est un défi, surtout dans les partis sous occupation. Je vais terminer en rappelant que le travail que j'aide fait est un travail qui peut aussi faire l'objet des critiques. J'ai vu qu'on nous a critiqué sur, par exemple, la sanction qu'on a infligée à Al Jazeera. Et d'abord, sur ces sujets, j'ai vu aussi que beaucoup, soit qu'on veut rester dans la polémique, soit qu'on veut lire et être sérieux. La sanction des Al Jazeera a été prise parce qu'ils ont donné la parole à une propagandiste qui n'était pas connue comme journaliste, ni répertoriée par eux-mêmes Al Jazeera comme journaliste, ni par nous dans les lots de journalistes accrédités. Et on a pris une sanction qui durait un temps précis. Et Al Jazeera, j'ai reçu les responsables d'Al Jazeera en tournée en marge de la visite de l'émir. Ils nous ont écrit une lettre, je ne voudrais pas donner les contenus ici, mais je crois que le message que nous avions passé était bien compris, nous l'avons partagé avec JED. Et donc aujourd'hui, les journalistes, en termes d'accès à l'information, regardez l'exercice que nous faisons presque régulièrement, et demain nous aurons le ministre des Mines, dans le même esprit. Et donc s'il y a de progrès, sachons reconnaître qu'il y a de progrès. S'il y a des défis, sachons aussi le reconnaître parce que nous sommes engagés à faire avancer cet agenda. Et donc ça, c'est le commentaire que je me permets. Les prix que JED nous a donnés aujourd'hui reflètent la nature de la collaboration et qu'il ne faut pas laisser d'espace à ceux qui veulent voir du noir, là où nous avons énormément de progrès et c'est noté à travers le monde parce que notre classement a été sensiblement amélioré du fait de progrès que nous avons fait. Voilà. Monsieur le ministre, désolé des escapades, mais je vous accorde 2 minutes pour répondre à ces préoccupations. Merci. Je crois que vous avez anticipé un peu la réponse. Madame, une petite correction. Le FOGEC n'a pas pour vocation de financer. Pas de financement du FOGEC. Il va garantir l'accès au financement à travers les mécanismes classiques. Et donc, si certainement, s'il y a eu des soucis pour un cas ou 2 cas, tout ça, il faut voir avec FOGEC, peut-être qu'il y a des éléments qui n'étaient pas pertinents dans les projets. Mais je ne crois pas que si tout était bon, qu'on ait refusé les financements. Parce que le FOGEC, lui, va garantir à partir du moment où les paramètres sont maîtrisés et que les banques qui vont financer acceptent. Pourquoi FOGEC refuserait? Et donc, je ne crois pas que ce soit ça le problème. Alors, cette promesse de financement jusqu'à 5 millions, tout cela, c'est à voir avec FOGEC s'ils ont ces programmes-là. Mais moi, je vous dis que déjà, on a un souci avec FOGEC, il n'a pas été correctement capitalisé. Je suis sincère avec l'opinion. Et donc, nous allons faire en sorte que FOGEC soit réellement et sérieusement capitalisé. Parce qu'on ne va pas les garantir si on n'a pas soi-même les fonds nécessaires pour garantir. Et donc, il faut impérativement qu'on puisse améliorer la capitalisation des FOGEC et faire en sorte que, avec l'avènement de cette autoroute entrepreneuriale que nous voulons lancer, FOGEC soit capable aussi d'accompagner, de s'insérer dans cette initiative comme une opportunité pour FOGEC lui-même, mais en même temps de porter les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Merci, madame. Voilà. On va prendre M. Pichou Moulumba et puis ce sera M. Kamon. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre de l'Entrepreneuriat,
De la table ronde, nous avons noté des engagements concrets, notamment de l'État que vous venez richement d'énumérer. Pourriez-vous préciser pour que l'après-table ronde ne soit pas comme avant, avec d'autres assises qu'on a connues, comment comptez-vous mesurer l'impact, la matérialisation de ces engagements à moyen et long terme, et comment garantir la traçabilité des résultats relatifs à l'entrepreneuriat des jeunes? Monsieur le porte-parole du gouvernement, j'ai une question d'actualité pour vous, excusez-moi. Autant que votre métaphore des pères et fils est commentée, il y a aussi une déclaration du ministre rwandais des Affaires étrangères qui alimente les débats sur les réseaux sociaux. Selon cette vidéo, la RDC doit neutraliser les FDLR et ensuite le Rwanda lèvera ses mesures de défense, selon l'accord signé à Washington. Cette assertion ouvre la voie sur la toile à une interprétation selon laquelle la RDC serait entraînée sans les savoir dans un jeu où les stratagèmes rwandais justifieraient une présence dans l'est du pays. Vous en faites quelle lecture? Écoutez, d'ordinaire, je n'aime pas commenter les propos distillés par celui que vous citez. De toute évidence, nous sommes dans un processus où nous avons des engagements, où nous avons une médiation, nous avons, dans ce qui a commencé à être fait avec le père, de progrès parce que nous avons déjà un accord. Et nous avons un accord avec une dimension sécuritaire sur laquelle nous travaillons. Et nous avons un accord sur la dimension économique qui va se mettre en place quand on aura fini la dimension sécuritaire. Les intentions du Rwanda, les verbiages habituels sont connus. Nous nous en tenons à nos engagements que nous exécutons de bonne foi et nous avons chaque fois les médiateurs qui suivent la situation et qui savent qui est responsable de quoi sur terrain. De toute évidence, dans les jours qui viennent, il y aura une évolution et on verra bien ce que cela va donner. Nous aurons l'occasion de revenir dans les détails. Mais pour le reste, nous connaissons le Père dans la complémentarité avec le Fils. Je rappelle encore pour que cela soit bien fixé dans la mémoire collective, nous tous, nous savons que le M23 est une création du Rwanda. Nous tous, nous savons aussi que le Rwanda a toujours nié la création du M23. Le Père qui réunit le Fils, mais nous savons tous aussi que tous les rapports des Nations Unies, tous les rapports des services de renseignement de gouvernements occidentaux disent que c'est le Père, le Rwanda, les créateurs du Fils, le M23. Seuls le Père et le Fils réunissent ce qu'ils sont. Mais le monde entier sait ce qu'ils sont et nous connaissons la complémentarité des rôles en termes de commission des crimes, en termes de perpétuation de massacres, en termes de poursuite des pillages. Pour terminer sur cette question, avant les fils actuels, il y avait d'autres fils avant. Parce que lorsque nous disons que la vocation du Fils, c'est de disparaître après ces processus dans la forme actuelle, les gens réagissent, mais c'est la stricte vérité. Dites-moi où se trouvent les RCD, qui étaient davantage d'ailleurs plus puissants que le Fils actuel, qui a d'ailleurs occupé plus d'espace à l'époque. L'essor de ceux qui ont été utilisés comme ceux qui sont utilisés aujourd'hui est connu. Et c'est cette même histoire qui va se répéter. Et donc, vous voyez un peu l'avenir qui attend les uns les autres. Je crois que je ne pourrai pas m'étendre dessus à ces sujets parce que nous aurons l'occasion d'y revenir dans les jours qui viennent avec des évolutions que nous aurons. Voilà. Merci. Monsieur le ministre. Ok. Alors, c'est des engagements concrets de la table ronde. Comment garantir les résultats, les suivis, évaluations et tout ça? Je crois que j'ai donné des éléments de réponse. Quand je vous parlais des 2 pieds, on a 3 axes, on a 2 pieds. Un des pieds, c'est vraiment la gouvernance. Et dans cette gouvernance, il y a une très, très grande volonté politique qui s'est affirmée, c'est celle du chef de l'État. Vous avez vu son engagement en termes de participation à ces assises jusqu'aux ateliers. Et il a dit dans son discours qu'il va veiller à ce que tout ce qui a été dit soit fait, parce qu'on ne doit pas aller de table ronde à table ronde. Ce n'est pas une réunion de plus qu'il faut compter comme bilan. Donc nous allons compter les actions qui seront ici de toutes ces réunions. Et nous-mêmes, nous nous sommes mis dans cette obligation-là
en prescrivant dans notre programme détaillé les actions précises, les structures intervenantes, les échéances de mise en œuvre, les évaluations périodiques, avec même des rapports au Conseil des ministres sur la mise en œuvre. Et puis, rassurez-vous, c'est important parce que le président veut communiquer avec chiffres sur le nombre d'emplois créés, sur le nombre d'entreprises créées. Figurez-vous que nous ne sommes que des ministres. Il va demander ce compte d'abord à nous. Mais si nous, on n'est pas capable de les lui donner, qui vont sauter avant, monsieur le ministre? Moi, je n'ai pas envie de sauter avant. Voilà. Vous avez compris? On va prendre la dernière question de M. Camon. Merci pour la parole, monsieur le ministre. Deux petites préoccupations à l'endroit du ministre Kalumba. La première, monsieur le ministre, vous avez parlé de l'emploi des jeunes. À la place de créer, j'aimerais qu'on parle de potentiel emploi qui existerait déjà. Je fais allusion, les chiffres renseignent que plus de 300 000 agents de la fonction publique sont éligibles à la retraite. Alors, depuis 2022 jusqu'à ces jours, il y a eu 2 vagues qui n'ont pas atteint 20 000, je pense, à moins que je me trompe. Alors, pourquoi votre ministère, avec le pied de financement dont vous avez parlé, ne travaillerait pas en synergie avec la fonction publique pour faire en sorte que ces 300 000 partent à la retraite et que ces emplois soient occupés par les jeunes? La première préoccupation. Et la deuxième est, vous avez parlé du déficit du personnel dans le secteur technique. Restons dans le secteur minier. Le droit minier et certaines conventions parlent du transfert de compétences, du transfert de capacités. Qu'est-ce que fait votre ministère? Où vous avez un regard, vous faites le suivi sur ce qui est de ces transferts de compétences qui doit venir des experts, des opérateurs miniers, qui doivent transmettre au fait à la jeunesse, qui doivent être engagés, embauchés dans ces carrés et dans cette entreprise. Allez-y, monsieur le ministre. D'accord. Alors, pour ce qui est des emplois des jeunes potentiels dans la fonction publique, bon, je pense qu'il y a un vice-premier ministre chargé de ces questions-là, qui est vraiment à pied d'œuvre sur tout ça. On le voit, il est dynamique, il travaille. Il y a même des vagues de départ à la retraite. Et je pense qu'il fait très bien son travail. Nous regardons aux emplois qui viennent du secteur privé, principalement. Même si le ministre de l'Emploi, là, actuellement, lui, il a tout. Il regarde l'emploi au niveau des entreprises et tout ça. Mais la fonction publique, c'est un statut particulier. Mais si c'est des emplois qui sont régis par les codes du travail, ça veut dire si c'est des personnes qui ont signé un contrat de travail, soit dans les entreprises publiques ou du secteur public, soit dans les établissements publics ou chez les privés, là, le ministre de l'Emploi s'en occupe. Et ça peut faire des régimes tout à fait séparés. Je ne voudrais pas aller dans ces régimes de la fonction publique. Et je pense que le ministre qui est là, il est vraiment compétent, il fait son travail. En ce qui concerne le déficit du personnel sur le plan profil technique et tout ça, je pense que du côté même de la sous-traitance, c'est des questions qui sont aujourd'hui sur la table. Il est important aujourd'hui de savoir que quand on s'insère dans un marché, il faut aussi en profiter pour recevoir les transfèrements des compétences. C'est très, très important de les faire, mais ça peut aussi commencer par ce que le ministre a dit tout à l'heure, savoir mutualiser les forces. Vous êtes des entrepreneurs congolais, peut-être que vous avez des équipements, mais l'autre a la connaissance technique. Si vous vous mettez ensemble, vous pouvez vous compléter et faire en sorte que le marché vous soit attribué. Et même lorsque vous voulez passer des commandes, vous pouvez mutualiser la commande pour qu'elle baisse en prix. Parce que plus vous achetez en gros,
moins ça coûte. Et même aujourd'hui, des concepts comme les coworking, ça devient à la mode pour que les gens n'aillent pas chacun ouvrir son bureau à gauche, à droite, avec tout ça implique comme frais de loyer et tout ça, Internet et tout ça. Mais mettez tous ces bureaux ensemble, vous travaillez ensemble et vous mutualisez tout. Et donc, pour répondre très directement à ça, je pense qu'il faut prendre les problèmes dans son rythme. On peut se faire former par la formation professionnelle. Il y a aussi des obligations qu'on peut prescrire aux entreprises principales en termes de transfèrement des compétences. Il y a aussi des choses que nous pouvons obtenir par nous-mêmes en nous mettant ensemble. Et à ce moment-là, on peut répondre à toutes sortes de défis et les relever. Voilà, Monsieur le ministre, parce que vous avez parlé de la loi sur la sous-traitance, on parle de beaucoup de contenu local. Où est-ce que nous en sommes? Alors, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de cette loi qui est très importante. Moi, je prends toujours ces termes dans son sens profond, le contenu local. Ça signifie qu'il y a un contenu. Bien sûr. Il y a un contenu ici. Il ne faut pas aller chercher ces contenus ailleurs. Et il commence par les ressources humaines, mais il peut aller dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, cette loi, elle a franchi toutes les étapes au niveau du gouvernement. Donc, elle a même été approuvée en Conseil des ministres. Donc, elle est en train d'aller vers le Parlement. Et donc, bientôt, ça va être débattu. C'est vrai qu'il y aurait peut-être des choses à rajouter, mais c'est un débat qui reste ouvert au niveau parlementaire. Et donc, il y a des choses qui peuvent être complétées, ajustées et rajoutées. Monsieur le ministre, on n'a pas tout dit. Oui. On ne dira jamais tout d'ailleurs. Mais il y a un besoin de prolonger l'exercice. On s'assurera que pour toutes les tâches de la communication, qu'on vous accompagne. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui n'ont pas participé, qui ont suivi de loin et qui font de l'espoir qu'à partir de ces travaux, ils seront demain de patrons, pour ne pas reprendre l'expression du président de la République, des futurs millionnaires? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que déjà, à partir de l'intitulé suggéré de ces programmes, on dit « Debout jeunes Congolais », c'est déjà un appel à se réveiller, à se mettre debout. Et comme le chef l'a dit, ce n'est pas une affaire du président de la République seul, ce n'est pas une affaire du gouvernement seul, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun doit jouer sa partition. Si les jeunes ne se lèvent pas pour entreprendre, pour concevoir les idées, il n'y aura personne pour participer à ces concours. Donc il faut que chacun saisisse la balle au bon et qu'il se dise maintenant ou jamais, parce que j'ai la possibilité soit d'entreprendre moi-même et d'avoir mon entreprise et d'employer des personnes, soit d'aller me faire former de manière tout à fait professionnelle pour m'insérer quelque part dans un emploi. Il faut que chacun joue son rôle et nous, de notre côté, nous essaierons de faire en sorte que cette opportunité entrepreneuriale devienne une réalité devant nous, devant chacun, et que chacun la saisisse. Et ça sera la construction du pays. Et ici, avant de terminer, je pense qu'il nous faut vraiment reconnaître cet engagement du président de la République, parce que ça n'a pas été une chose facile de laisser 3 jours de côté, vous le savez. On devait même avoir un conseil des ministres qu'il a supprimé, parce qu'on devait l'avoir jeudi. Il a dit non, on fait la table ronde. C'est un signal très fort pour tous les jeunes, pour qu'ils saisissent vraiment cette balle et qu'ils puissent être dynamiques, qu'ils soient debout. Voilà, merci beaucoup. Un petit mot pour notre Premier ministre. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, Premier ministre, notre Première ministre, tous les membres du gouvernement, je pense à vous-même, Monsieur le ministre, dans la communication, je pense à des ministres comme celui des Finances, celui du Budget, qui vont nous accompagner dans toutes ces choses. Absolument. Les autres ministres sectoriels, c'est vraiment une affaire gouvernementale, qu'est-ce que j'ai dit? Présidentielle. Voilà, j'ai fini par là. Voilà, merci beaucoup, Merci. Monsieur le ministre. C'était un peu lent, mais on ne pouvait pas résumer 3 jours de travaux en 1 heure, surtout qu'il y avait 305 recommandations. Mais nous pensons avoir apporté ce soir une part d'éclairage dans les sujets que vous avez abordés. Évidemment, qui a besoin de prolonger, s'il s'agit de parler
du ministère du Travail, des compétences qui sont les siennes dans ces projets, ou de la formation professionnelle, ou de la jeunesse, ou des autres secteurs impliqués, nous répondrons présents au rendez-vous de la redevabilité. Merci et bonne soirée chez vous. Merci beaucoup.